Bonjour, merci d'être là, merci de vous être déplacé. Je me présente, je m'appelle Juliette Plaire, je travaille à Nantes Métropole depuis 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, sur la thématique de l'intelligence artificielle et plus précisément sur la démarche Nantes Débat de l'IA. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une démarche d'écoute du territoire. Pendant quelques mois, on est allé dans plusieurs événements, plus d'une cinquantaine, et on a écouté ce que le territoire avait à dire sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc on est allé voir quel était le degré de maturité. Et de toute cette démarche, on est sorti 2 livrables, un livre blanc avec l'analyse de cette démarche et une synthèse avec la réponse de la collectivité. Et parmi tous les verbatims qu'on a pu récolter pendant cette démarche, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de questions, il y avait beaucoup de questions, et dans cette synthèse, eh ben, on a résumé les 100 questions qu'on avait entendues. Donc c'est des questions brutes, on ne les a pas retravaillées, on les a mises telles qu'elles ont été prononcées. Et aujourd'hui, on vous propose, on en a sélectionné quelques-unes, de débattre avec nos intervenants sur certaines des questions qu'on a choisies. Et à la fin de cet événement, on vous fera tirer au sort parmi ces 100 questions quelques autres de ces questions pour réagir à chaud dessus. Voilà, et ben merci encore d'être là. On va commencer. Je vais laisser la parole à nos intervenants pour vous présenter. Nom, prénom, structure, ce que vous faites dans la vie. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Annelle Monti. Je travaille depuis avril chez Aguaro. Et je laisserai Boris présenter mieux la structure. Donc, je suis consultante chercheuse chez Aguaro et je travaille sur la question du changement de comportement et sur la question de l'IA. Voilà. Merci, je suis Walter Bonomo, je suis responsable de l'innovation pédagogique à INRAE. C'est un sujet dans mon métier puisque j'accompagne des collectifs dans leur transformation digitale. Donc c'est un sujet qui m'intéresse aussi à titre personnel depuis 3 ans et je me suis rendu compte que la question de l'IA, on pouvait la traiter par l'entrée métier, mais aussi on pouvait la traiter en tant qu'habitant parce qu'on ne se pose pas forcément les mêmes questions en fonction du cadre. Et donc j'ai monté un collectif qui s'appelle Civic IA il y a 9 mois, au début de l'année. Si ça vous intéresse, j'ai quelques documents, je pourrais vous distribuer à la fin de ce temps passé ensemble. Donc je me définis plutôt comme non pas comme un expert de l'IA, parce que je trouve qu'il y a peu d'experts en fait de l'IA sur ces domaines-là, mais plutôt comme un professionnel engagé qui questionne avec d'autres, avec moi, qui sont eux-mêmes des professionnels dans d'autres secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser nos regards. Bonjour, Boris Bailly, je suis associé de la société Aguaro, qui est à 30 mètres en face de vous, à la cantine numérique. Nous sommes une start-up, on édite un logiciel de pilotage environnement pour les grandes organisations, moyennes et grandes, puisqu'on équipe notamment Nantes Université qui nous accueille aujourd'hui, merci, et Nantes Métropole également, mais des beaucoup plus grandes organisations comme France Travail, La Poste, Michelin, la BNP. Et le logiciel qu'on vend à ces acteurs-là leur sert à piloter leur politique environnementale, donc à faire une empreinte carbone ou multi-impact, comme on dit, et à piloter des projets de réduction d'impact. Donc on pourra en reparler au cours de cette discussion-là. On est très honoré d'être en face de vous, voire même un peu trop honoré, c'est-à-dire qu'on va aborder le sujet avec beaucoup de modestie. Voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de discussions, et dans la salle, j'imagine qu'il y a des connaissances aussi, donc n'hésitez pas au cours de la discussion à intervenir, pas seulement sous forme de questions. Exactement, alors merci pour toutes vos présentations. Et comme disait Boris, n'hésitez pas si vous avez envie de participer au débat, à l'échange. Ma collègue Marie, juste derrière, qui brandit le micro, se ferait un plaisir de vous passer le micro et d'entendre ce que vous avez à partager avec nous, ce que vous avez à nous dire. On va commencer avec la première question qu'on a entendue pendant toute cette démarche Nantes Débat de l'IA. Donc je vais vous la lire, elle est à l'écran, enfin aux 2 écrans d'ailleurs. Sur les textes très longs, il me disait en fait on fait 150 prompts, mais 150 prompts alors que vous avez un discours global à fond RSE. En termes de consommation énergétique, 150 prompts, est-ce que c'est raisonnable? Donc on était sur un événement qui traitait effectivement de la question environnementale et de l'usage de l'IA. Je me tourne vers toi, Boris. Est-ce que tu as un petit sujet sur la question peut-être? Oui. C'est vrai que cette question-là, si tu la laisses une seconde, elle nous a plongé dans un abîme de perplexité.
Il y a quelques mois, je ne savais pas ce que c'était qu'un prompt ni un token, et on a dû creuser un peu le sujet, non pas pour cette conférence, mais pour le besoin de nos clients. Nos clients, ce sont des personnes qui, en interne, peuvent se sentir en dissonance cognitive puisqu'ils cherchent à réduire une tendance qui était à la hausse, hein, le numérique, la consommation d'énergie. Et ils sont venus nous voir il y a maintenant 1 an ou un peu plus d'1 an en nous disant il y a une pénétration de l'IA dans l'organisation qui est galopante et qu'on ne sait pas contenir. Et mon chef à moi, puisque nous, notre client, c'est pas forcément le directeur informatique, mais c'est souvent la personne en charge du numérique responsable, eh bien, elle nous dit ça se répand et idéologiquement, l'IA, c'est bien, par défaut. Donc, j'aurais besoin, moi, en tant que responsable Green IT au sein de mon organisation, d'avoir des éléments objectifs qui permettent de dire, si vous voulez... si vous avez une question à poser à l'IA avec des prompts qui comptent X tokens, eh bien, moi j'ai besoin de dire combien ça coûte en kilowattheure, en CO2, en litres d'eau, etc. Et donc c'est un sujet qu'on a commencé à réfléchir au sein d'Aguaro, dont vous voyez ici le magnifique logo. On peut passer, j'ai déjà présenté. Ah oui, voilà. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour la blague hier avec Anaël? C'est qu'on a demandé à un opérateur, parmi d'autres, mais qui est quasiment monopolistique, qui s'appelle ChatGPT. Comme on est poli avec lui, on lui a dit « Cher ChatGPT, je dois faire une conférence sur l'impact environnemental de l'IA demain. Peux-tu me proposer en 300 mots environ un texte de synthèse ?» Et on s'est même permis de lui dire merci. Alors, la réponse est très intéressante, elle est très plate, mais elle est assez fouillée. Et puis, vous voyez qu'à la toute fin, malgré tout, on nous dit que peut-être l'IA, certes, a un impact, mais peut-être l'IA pourra nous aider aussi à réduire beaucoup l'impact des transports, du bâtiment, etc. etc. Et donc, voici ce que c'est qu'un prompt. Un prompt, c'est une question qui est posée à une intelligence artificielle. Cette question, elle peut être plus ou moins simple. Là, par exemple, vous voyez que dans la question, j'ai demandé que la réponse fasse moins de 300 mots, par exemple. Si j'avais demandé que ChatGPT, sur cette question-là, me fasse un mémoire de 10 pages, j'aurais fait un prompt très long. C'est-à-dire que j'aurais généré une réflexion, une génération de texte à l'intelligence artificielle beaucoup plus consommatrice d'algorithmes que si je demande une réponse en 300 mots. Du coup, on peut basculer sur la suite parce que voilà, donc Yanaël et moi, on est dans cette structure. On voulait du coup revenir un tout petit peu en amont parce que ces questions d'IA sont basées sur une solution technologique qui s'appelle l'informatique et qui est très très récente. Voilà. J'ai la chance d'avoir vécu sans téléphone portable, puisque vous voyez l'apparition des téléphones portables, c'est 97. Et on est face à une technologie, là on ne parle pas d'IA, hein, on est face à une technologie qui a une vitesse de pénétration dans les usages quotidiens qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent, voilà, la voiture, le train à vapeur, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'équivalent. Donc ça change forcément les usages. Et si on passe sur la diapo d'après, là vous avez maintenant un coup de projecteur sur ce qui se passe après. Donc vous avez différents types d'impact entre 2020 et 2050. Donc c'est une projection qu'on fait, enfin pas qu'on fait, que l'ARCEP et l'ADEME, qui sont des instituts nationaux, ont fait, qui indique que sur le numérique, qui jusqu'il y a quelques années n'était pas considéré comme un grand méchant de l'environnement, enfin en tout cas qui était invisible sur la courbe, pourrait doubler, voire tripler son impact lié à cette augmentation des usages et surtout au taux de renouvellement des équipements, puisqu'aujourd'hui vous avez des équipements qui vont durer quelques années, voilà, contrairement à une voiture ou une maison qui sont des équipements que vous gardez plusieurs dizaines d'années, on espère. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'IA? Là, on vous montre pas mal de courbes, mais voilà, il faut retenir plus le sens des courbes que les chiffres précisément. Google et Microsoft, comme beaucoup d'entreprises, se sont engagés il y a quelques années
à atteindre la neutralité carbone à 2030. Donc ils ont fait ça très bien, ils se sont dit bon bah voilà, on va acheter de l'électricité verte, on va demander à nos salariés de venir à vélo, etc., à Palo Alto, etc. Et puis en fait ils ont injecté l'IA et on voit une hausse extrêmement forte de leurs émissions d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dû faire appel à ce qu'on appelle des data centers beaucoup plus puissants, qui sont équipés de puces beaucoup plus grosses. Moi, j'ai eu la chance d'en voir il y a quelques jours lors d'une formation justement sur l'IA. C'est des puces qui doivent faire 10 cm de largeur et qui sont des puces beaucoup plus puissantes pour pouvoir faire ces calculs liés à l'intelligence artificielle et qui... une puce, ça fonctionne un peu comme une résistance électrique, c'est-à-dire que ça va chauffer énormément. Et donc, lorsque vous faites fonctionner cette puce, il va falloir la refroidir. Et donc, les data centers, notamment, ont un impact à cause de ces besoins en refroidissement des puces. Et lorsque la puce atteint 80% de sa capacité, elle est jetée. Donc, il faut renouveler très régulièrement ces puces. Et donc, aujourd'hui, l'IA fait que les acteurs de la Silicon Valley vont augmenter très très fortement leurs émissions. Là, c'est une autre courbe. Bon, toutes les courbes augmentent, hein, je suis désolé, mais là, on est en térawattheure. Donc, c'est la consommation d'électricité annuelle du secteur du numérique projetée à 2050. Et on voit une multiplication par 10 potentiellement à un horizon 2040. Voilà. Donc c'est des projections, alors que dans les autres secteurs, moi j'ai eu la chance de travailler dans le domaine de l'environnement quasiment toute ma vie, les grands secteurs ce sont le bâtiment, le transport, l'industrie, l'agriculture, voilà, les grands méchants de l'environnement. Tous ces secteurs commencent à être contenus. Voilà, on arrive à isoler les bâtiments, on arrive à électrifier les parcs de véhicules, on arrive à réduire la mobilité. Et sur le numérique, aujourd'hui on n'a pas de solution. Et l'IA vient par-dessus décupler en fait ces consommations. On pourra venir un peu dans le détail, mais je préfère avancer. Il y a également un grand problème, c'est-à-dire que si vous voulez réduire votre consommation, vos dépenses, si vous voulez réduire votre poids, vous êtes obligé d'avoir eh bien, un compte en banque qui vous dit combien vous avez dépensé ou une balance qui vous dit combien vous pesez. Dans le domaine de l'environnement, il faut avoir une comptabilité environnementale qui garantit que ce que vous comptez est juste. Et là, ce que je vous ai montré, c'est des études très très récentes, des résultats d'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est des études qui mesurent l'impact environnemental d'un produit ou d'un service du berceau à la tombe, des produits qui sont nécessaires à sa fabrication jusqu'à ce qu'ils soient en fin de vie. Et là, vous voyez des écarts très importants entre ChatGPT, Mistral, Gemini, donc les trois grands acteurs de l'IA en ce moment. Bloom et Ecologit sont des acteurs qui font de l'analyse de l'IA et ne sont pas des acteurs de l'IA. Ce que vous voyez rapidement sur ce tableau, c'est que vous vous dites bon, bah, il n'y a qu'une solution, c'est d'utiliser Gemini. C'est quand même le plus faible. Donc, voilà. En fait, quand on regarde les études, Gemini a très très mal fait sa comptabilité environnementale. Donc, si vous aviez un commissaire au compte environnemental qui viendrait, il mettrait Gemini à l'amende. Voilà. Et Mistral a fait le travail de manière plutôt honnête, avec un cabinet français qui s'appelle Carbone 4 et avec ce qu'on appelle une revue critique, c'est-à-dire que le Carbone 4 a livré un rapport qui lui-même a fait l'objet d'une critique par des acteurs spécialisés dans la CV. Voilà. Et puis là, on était en water. Et là, c'est le résultat de Mistral. Je m'arrête là, mais juste pour vous dire que la problématique n'est pas uniquement énergétique et CO2, elle est aussi en eau. Voilà, la production des cellules qui sont nécessaires aux puces sont très consommatrices en eau et en matière minérale. En quelques mots. C'est bon pour toi ? Oui. Super, merci beaucoup. Est-ce que, Anaël, des pistes de solutions ont été trouvées pour pallier à ça ? Oui, bah du coup, on s'est posé la question de la manière dont on pouvait accompagner justement les clients qui de toute façon utilisent l'IA vers
une utilisation IA qui soit plus responsable et plus frugale, qui prenne en compte le souci environnemental. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup de documentation à ce sujet. Et du coup, on a fait un regroupement de tous les documents et tout ce qu'on pouvait trouver sur l'IA frugale et sur la manière de responsabiliser notre utilisation de l'IA. Et dont la boussole de Nantes Métropole qui a aussi servi à ce sujet. Et donc on a fait le constat de beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place. Et pour les utilisateurs, on a constaté 3 pratiques. Donc d'une part, questionner le besoin, se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser l'IA, est-ce que j'utilise de la bonne manière ? Parce qu'aujourd'hui, on l'utilise au quotidien et c'est un réflexe automatique quand on a une problématique à résoudre, on va se tourner vers ChatGPT automatiquement. Et c'est vraiment quelque chose c'est primordial avant d'utiliser l'IA, se dire est-ce que c'est vraiment un gain de temps ? Est-ce que je peux pas juste aller sur Google et transformer ma requête IA au vu de l'impact environnemental ? Ensuite, on va avoir si le besoin en IA est primordial, dans ce cas-là, utiliser une IA qui soit locale, parce que quand on va utiliser ChatGPT, notre donnée elle va être transférée avec des câbles sous-marins, et donc pas utiliser des serveurs locaux qui vont. Notre donnée va aller de l'autre côté de la planète et revenir. Et c'est vrai que utiliser par exemple Mistral au lieu de ChatGPT, ça va réduire notre impact parce que les data centers, c'est ce qui va polluer le plus dans l'utilisation de l'IA. Et ensuite, une fois qu'on a questionné tout ça, l'idée ça va être en tant qu'utilisateur, formuler des requêtes qui soient précises, qui soient pertinentes. On va donc essayer de réfléchir à la bonne manière dont on va faire nos formulations, pas utiliser ça comme un échange SMS comme si on parlait à un ami, mais vraiment utiliser ça comme un outil, parce qu'aujourd'hui on le voit plus comme un moteur de recherche et plus comme un outil. Donc voilà, remettre en cause cette utilisation-là. Merci beaucoup, Anaëlle. Est-ce que quelqu'un parmi les participants a envie de réagir sur ce sujet de IA et environnement ? Oui, ma collègue Marie va vous passer le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je m'appelle Sean Meehan, je suis prof d'anglais et intéressé par le sujet. Donc je voulais savoir, parce que vous avez abordé tokens, et j'ai vu aussi, c'était marqué là-dessus, 400 tokens, donc moi je suis perdu avec prompt, je connais, mais tokens, aucune idée. Donc, si vous pouvez m'éclaircir là-dessus. Merci. Quelqu'un a la réponse dans la salle ? Je me lance avec mes maigres moyens. Un token, c'est une unité de complexité dans une question qui est posée à l'IA. C'est-à-dire que si vous allez poser une question va-t-il faire beau demain, on va compter ça en nombre de tokens. Et si vous demandez à l'IA va-t-il faire beau demain et les 15 autres jours, le nombre de tokens associés à la question que vous posez va être plus élevé. Donc c'est une unité de complexité de la question que vous posez. Et donc une des recommandations, c'est d'avoir des questions, si elles sont complexes, les plus précises possibles. Parce que sinon, vous allez devoir avoir un échange très régulier pour affiner la question. Et donc aujourd'hui, des métiers se développent de prompt engineer, de personnes qui vont être spécialisées dans la manière dont on va interroger l'intelligence artificielle pour réduire le nombre de tokens et de complexité de la réponse. Votre question me fait dire qu'il y a tout un travail d'éducation pour pouvoir prendre conscience que ces actes ont un impact. Et on voit bien que sur l'IA, il y a un vrai sujet parce qu'on multiplie les difficultés. Il faut penser local, il faut penser global, que c'est des questions technologiques, éminemment technologiques, que ça va très vite, et qu'en tant qu'humain, ça nous pose un défi intellectuel de se dire que, bon, ok, je peux limiter mes usages de faire ce qu'on appelle des starter packs, starter park,
Bon, tu couperas au montage, Philippe, s'il te plaît. Des images générées sur Internet avec des petits chats, etc., qui sont inutiles. On peut se dire, on a fait un gain effectivement économique en s'interrogeant sur l'usage, mais bien souvent, l'IA, on ne sait même pas qu'il y a de l'IA derrière. Quand j'utilise Google Maps, je n'ai pas forcément conscience en tant que citoyen que j'utilise une IA derrière. Même quand on dit c'est mieux d'utiliser un moteur de recherche comme Google, c'est mieux que d'utiliser ChatGPT parce qu'on a entendu l'histoire, c'est x10. Mais sauf que Google utilise aussi des serveurs d'IA derrière pour traiter ses requêtes. Quand il vous annonce les publicités qui sont connexes, il utilise de l'IA pour faire une mise aux enchères des publicités qui vous sont proposées. Donc en fait, on assiste en gros, moi ce que je retiens, je ne suis pas expert de ces deux domaines-là, mais je lis un peu sur ces sujets-là. Quand le PDG de l'INRIA, qui est quand même fondé scientifiquement en France pour parler de ces sujets, dit qu'en fait on assiste à une transformation de l'informatique avec les IA, et aujourd'hui les IA vont arriver à tous les étages. C'est l'étape de demain qui est devant nous. Donc quelle est la marge de liberté qu'ont les usagers derrière? Je laisse la question ouverte parce que moi-même en tant que personne, je n'ai pas la réponse à ces sujets-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une part de possibilité d'agir, donc effectivement de limiter des usages inutiles, parce que l'IA ne répond pas à tout, et heureusement, j'ai envie de dire. Il y a aussi peut-être des usages qu'on peut regrouper. Nous, on croit beaucoup à ça à Civica, c'est-à-dire que l'IA peut être utile, apporter des gains aussi énergétiques. On peut améliorer, ça peut nous aider à détecter des perditions d'énergie à l'échelle d'un territoire. Ça peut être très utile. Donc ça peut aussi apporter de ce point de vue-là. Je voulais dire autre chose, mais qui va m'en venir. C'est déjà pas mal. Hein. Oui. Je voulais finir ma question Ouais. aussi, parce que souvent on entend parler toujours d'algorithmes. Oui, c'est ça. Quand on parle d'algorithme, est-ce Exact. qu'on parle de l'IA? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes ou... L'IA existe depuis une cinquantaine d'années. L'intelligence artificielle, c'est le fait de faire appel à une machine pour traiter des calculs, donc au départ simple. Et puis on a... Est-ce que tu peux passer sur la diapo d'après? Comme ça, vous en profitez pour... Donc ça, c'est une IA non générative qui a produit je sais plus, un QR code, voilà. Ce QR code renvoie à un document qu'on a produit, que Benjamin Violet, qui est ici dans la salle, a produit à nos côtés, pour expliquer au grand public ce que c'est que l'intelligence artificielle. Un algorithme, c'est une règle que vous donnez pour répondre à une question. Donc c'est une sorte de chemin qui vous permet d'aller vers du oui ou du non en fonction d'une question qui est posée. Donc l'intelligence artificielle est basée sur l'utilisation d'algorithmes. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, donc on aurait dû peut-être commencer par là, qui est très récente et qui produit de l'information, de l'image, de la vidéo qui est nouvelle. Alors qu'auparavant, l'intelligence artificielle classique allait chercher la meilleure information, mais qui existait dans la littérature, dans les bases de données existantes. Donc l'intelligence artificielle, finalement, elle existe depuis pas mal de temps et on s'en sert, et donc à travers des algorithmes qui sont ces règles de calcul-là. Simplement, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la capacité de ces machines à produire une information nouvelle, générée automatiquement basée sur des modèles, on appelle ça les modèles de langage, avec des modèles probabilistes qui vous disent par rapport à cette question, la meilleure réponse, la réponse la plus probable est celle-ci. Et c'est comme ça que ChatGPT fonctionne ou que Gemini fonctionne. Et ça, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie. Walter, tu voulais rebondir? J'ai retrouvé le point que j'avais oublié. Et puis en même temps, répondre à votre question. En fait, vous posez des questions
de base, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est des fondamentaux. Effectivement, on a besoin de prérequis pour pouvoir penser à passer à un stade au-dessus. Nous, on a fait à Civica, on pense qu'il y a ce travail d'acculturation qui est gigantesque à faire dans la population. On a fait un petit ouvrage, on est honnête, on l'a écrit à moitié avec ChatGPT, mais parce que les modèles d'IA sont très utiles pour ce genre de choses, parce que on a beaucoup de données sur les bases de données dans les LLM, dans les modèles de langage qui ont des données sur l'IA en tant que telle, donc c'est assez pertinent comme réponse. Donc on a fait un petit ouvrage, je pourrais vous laisser, qui donne les mots-clés, en fait, hein, les mots-clés de base, token, IA générative, IA, algorithme, toutes ces questions-là, on essaye de les poser pour pouvoir ensuite passer à un stade de la discussion. Juste sur le local, et je vais être très court, tu as dit effectivement, la question des circuits dans les réseaux, c'est vrai, ce que tu as dit, mais on n'a pas forcément conscience, on ne sait pas par quel serveur les choses transitent. Il y a aussi la question des modèles, du poids des modèles de langage. Il y a des modèles qui sont plus lourds que d'autres à mobiliser, et donc il y a une question aussi de gain énergétique derrière. Et on peut aussi installer des modèles sur son propre serveur, pas forcément faire appel à des serveurs distants. Ça nécessite forcément des compétences techniques, mais c'est peut-être ce type de compétences aussi qu'un territoire, s'il souhaite se poser la question du gain énergétique, peut être amené à se poser en se disant, est-ce que c'est pas ce type de compétences dont on aura besoin demain, de savoir peut-être faire tourner un modèle sur son PC, ou peut-être de façon plus collective à l'échelle d'un territoire, pas forcément à l'échelle individuelle, mais pour développer des usages vertueux. Merci. Merci pour votre question. On va passer à la question suivante qui s'affiche à l'écran. Est-ce que l'IA... Ah, pardon, il y avait une question. Alors, ou très rapidement, Marie, si tu veux bien passer le micro. Si vous pouvez vous présenter aussi. Oui, bonjour, Gaspard Bourgeois, je suis ingénieur robotique. J'avais une question, moi c'était plutôt sur si on compare du coup l'IA avec d'autres domaines, par exemple, je sais pas, je me dis la construction ou l'alimentation, par rapport à leur trajectoire net zéro, quels sont les leviers qui ont été appliqués dans les autres domaines et quels sont les leviers qu'on peut avoir du coup sur l'IA, sachant qu'il n'y a pas de prix, enfin on ne paye pas l'IA aujourd'hui. Comment en fait on pourrait... voilà, quels sont nos leviers? Chaque fois qu'il y a une question, je tremble parce que je me sens pas très compétent, mais la régulation, voilà. Dans les autres domaines, on a une interdiction ou un affichage des bâtiments, des voitures, et on a une interdiction de la vente ou de la vitesse, de l'imitation de vitesse. Voilà. On est dans des systèmes qui sont régulés. Lorsque vous achetez un produit alimentaire, vous avez aujourd'hui de l'affichage sur ce produit, soit sur des questions de santé, soit sur des questions d'impact de ce produit. C'est encore... pas très bien fait, on paye encore pas suffisamment cher des produits qui sont mauvais et très cher des produits qui sont dans l'alimentaire par exemple qui sont vertueux. Donc il y a un problème de prix, effectivement, vous avez raison. Et donc les industries grosses consommatrices d'énergie ont des quotas CO2 par exemple à respecter, et donc il y a une régulation au niveau européen qui là est coercitive, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas le droit de dépasser un certain nombre de quotas de CO2. Pour le numérique, il n'y a rien à part l'IA Act, qui commence à poser quelques règles, mais plutôt sous l'aspect éthique, souveraineté, sécurité, cyber, sur l'environnement. Voilà, c'est quasiment pas un sujet. Et eh bien oui, il faudrait payer au juste prix les dommages environnementaux qui sont générés par les gestes qu'on a au quotidien. Et effectivement, ces gestes-là, peut-être, parce qu'on n'en voit pas... bien l'impact. Voilà, quand on prend une voiture, il y a un pot d'échappement au moins. Voilà, quand on achète du gaz ou une bouteille de gaz, on la voit. Et ben, ils sont encore plus invisibilisés. Et donc il y a cette complexité-là de rendre visible le coût environnemental de ce geste numérique. C'est bon. Merci beaucoup, Boris. On va passer à la seconde question. Est-ce que l'IA remplacera certains métiers et rôles professionnels? Est-ce que quelqu'un dans la salle a envie de partager son avis ou peut-être
parmi les intervenants. Oui. Non, allez-y, aucun souci. J'ai déjà entendu parler récemment que ça va effectivement remplacer peut-être des comptables. Il y a certains métiers, c'est sûr que ça va remplacer certains métiers. Des choses qui sont très répétitives. Je peux aussi rebondir sur le fait que dans, par exemple, les domaines artistiques, la question, elle se pose aussi parce que, par exemple, l'IA aujourd'hui, l'IA générative va générer des images, générer des peintures, du texte, de la poésie, de la musique, et du coup, on se pose la question de est-ce que l'IA, elle va arriver à un tel point que on ne saura plus faire la distinction entre quelque chose qui a été produit par l'humain ou quelque chose qui a été produit par l'IA. Et c'est aussi cette problématique de l'IA, c'est plus un outil, c'est vraiment en train de devenir un substitut. Enfin, ce danger de est-ce que ça peut devenir un substitut ou pas. Donc voilà. Alors c'est un sujet moi sur lequel je suis souvent questionné dans le cadre de mon travail au niveau des DRH, de la DRH, parce qu'il y a la question de la transformation des métiers, des emplois, etc. Je travaille dans un institut où il y a 13 000 agents, donc il y a un impact fort. Donc on a fait un petit travail de veille sur ces questions-là. Moi j'avais repéré une étude qui est intéressante parce que c'est une étude méta, donc elle fait une analyse de différentes études scientifiques sur ces questions-là, et on voit qu'il n'y a pas unanimité sur ces sujets-là, au niveau des études scientifiques. Il semblerait qu'il y ait quelque chose d'assez approchant, on va dire assez, je dirais, dans la moyenne de ces études, c'est qu'il n'est pas évident qu'il y ait un impact négatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est à l'instant T dans la photo d'aujourd'hui. Et lire dans le mar de cristal à l'avenir, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas d'impact massif. Ce qui est sûr, c'est que ça va jouer certainement sur des secteurs donnés qui sont plus ou moins automatisables. Est-ce que c'est sur tout le métier ou sur une partie des tâches? Moi, j'ai plutôt, de mon point de vue, et là c'est mon opinion personnelle, l'impression que ça va se jouer en fonction des contextes dans l'organisation dans laquelle on est. C'est pas la même chose de réfléchir dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est pas la même chose de réfléchir dans un contexte où on est en crise économique ou on ne l'est pas. Et donc, c'est ces curseurs-là qui vont certainement jouer sur le long terme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'effet massif constaté. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas. Un petit témoignage, j'ai eu la chance de participer à l'évaluation de projets IA sous l'angle environnement, et à ce titre d'être invité au fameux sommet de l'IA en février, je crois, à Paris. Et en réservant mon billet, je me rends compte qu'il y a un contre-sommet de l'IA qui est organisé la veille au Théâtre de la Concorde par un philosophe dont j'ai oublié le nom. Je m'y rends. Et donc, des 2 jours, j'ai passé le meilleur moment à cet endroit-là. Et était invité des corps de métier, des illustrateurs, des journalistes, des traductrices. Je dis traductrices parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et je remplacerais moi plutôt le mot remplacer par modifier. Mais pour ces 3 corps de métier, ils se présentaient comme des étoiles, au sens où on voit la lumière, mais leur métier pour ces métiers-là était mort. C'est-à-dire que demain, ce qu'annonçaient les journalistes, c'est que l'information, elle viendra par de l'IA, et que d'où ce problème de régulation, de qui porte ces IA, etc. Que l'illustration, à 90%, elle viendra sauf pour peut-être des niches artistiques extrêmement pointues sur lesquelles il y a encore un marché, et la traduction, sauf pour traduire des grands romans, des Goncourt, etc. La traduction automatique est largement suffisante, en tout cas pour les usages. Je ne dis pas qu'on le souhaite, hein, mais pour les usages qui sont faits. Donc c'est plutôt une modification, effectivement. Ensuite, il faudra des études économiques pour savoir si ce temps libéré, si ça crée de la richesse, si ça crée du coup des emplois dans d'autres secteurs, etc. En tout cas, ça va profondément modifier certains métiers. J'ai oublié de citer mes sources. Donc sur le site Civica, vous avez
un espace ressources, vous pouvez trouver ces informations. Donc c'est dans la rubrique emploi, travail, je ne sais quoi. Et donc l'étude a été produite par France Travail avec le Labor IA, qui est un laboratoire qui étudie ces questions de transformation autour de l'IA. Merci. Je crois qu'on a une question dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous y avez répondu. Effectivement, je vois plus une modification, effectivement. Et ensuite, vous l'avez dit aussi, c'est comment ce temps libéré et la perception du temps libéré peut être interprétée à la fois par l'employeur et par le collaborateur. Mardi, j'ai eu le plaisir d'assister à l'introduction de la restitution des travaux qui ont été faits. Et effectivement, la question est de comment, et vous l'avez dit aussi, c'est le jargon qui est employé, l'appropriation de la technologie, comment on l'accompagne sur le territoire. C'est le travail que vous avez commencé, et bravo pour ça. Et ça étend en fait à la gouvernance, en fait, c'est un mot sur lequel on a eu à échanger, la gouvernance en fait de l'IA. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'emploie, jusqu'où, et la transparence aussi de l'usage de l'IA en fait dans la création que l'on fait. Il y a un élément optimiste que je relèverais, c'est en fait l'esprit critique qui est une de nos particularités. Elle fera toujours la différence, jusqu'à preuve du contraire, par rapport à la capacité générative en fait, de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, c'est plus de la modification. La vitesse, dans le débat qu'il y avait tout à l'heure aussi sur l'apprentissage, l'éducation et l'apprentissage, en fait, il y a un élément je vais l'appeler Madame la philosophe, mais je ne la vois pas dans l'audience, qui disait en fait que le phénomène, c'est particulièrement qui est marqué, en fait, c'est l'accélération en fait de la transformation et de la technologie qui est devant nous. Et je pense que c'est ça, les éléments d'accompagnement et les impacts qu'il y aura sur les métiers et les rôles professionnels. Effectivement, on met l'accent sur la destruction des emplois parce qu'il y a des craintes fortes et légitimes derrière, mais il y a aussi la génération de nouveaux profils qui vont émerger. Oui. On est dans une transformation. Il y a une seconde question, il me semble. Oui. Moi, j'avais peut-être juste un commentaire. Je m'appelle Raphaël Suir, je suis professeur en management innovation à Lyon Nantes Université. Il y a une dimension qui est un peu comme celle qu'évoquait Walter de non-stabilité des résultats scientifiques. Très clairement, ça va trop vite pour mesurer les usages et les impacts immédiatement. Donc les effets substitution et complémentarité, c'est au mieux une discussion de comptoir, je crois. C'est pas stabilisé scientifiquement parlant. En revanche, au-delà des aspects sectoriels, n'oublions pas les caractéristiques individuelles. Je dois juste relater un travail de recherche-action qu'on a fait dans une grande entreprise pendant 1 an en immersion. Il y a aussi des questions de genre. Les femmes sont plus impactées que les hommes dans cette question-là. Il y a une question d'âge. Les personnes plus proches de la retraite sont plus impactées que ceux qui rentrent. Donc c'est pas qu'une question de secteur, mais à un moment, l'effet substitution, il peut aussi s'opérer sur des jobs qui étaient supposés qualifiés, qui sont déqualifiés soudainement. C'est-à-dire si vous êtes une femme de 55 ans avec un diplôme de Bac+3, vous êtes très sensible à ce qui est en train de se passer. Sans même que vous le manifestiez, mais le risque que vous percevez, il est considérable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a observé dans les travaux de recherche qu'on a fait dans cette entreprise. Et peut-être pour compléter, moi, ce que j'ai entendu assez récemment, c'est que, on voit bien qu'il y a un contexte de crise économique là, qui est émergent et qui est devant nous, en tout cas qui est en cours, et quand des entreprises licencient, se repose la question de comment elles vont se repositionner sur leur marché, sur leur secteur, et les gains de productivité, pour le coup, on peut aussi regarder sur l'IA, et c'est autant de postes qu'on ne renouvelle pas. Donc ça peut se passer aussi comme ça. Ouais. Sans l'avoir vraiment décidé, parce que le marché n'est plus là, mais qu'à un moment donné, quand on veut se redéployer, on regarde toutes les possibilités, et y compris en intégrant de l'IA. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir? Oui. Mathias, je suis directeur d'école, mais ça m'intéresse. Et est-ce que ça n'a pas été... Il y a eu un moment dans l'IA générative où ils se sont posé une question tous ensemble là-bas en Californie, je ne sais où ils se sont dit, est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que... vous vous souvenez de ce moment, il y a peut-être 1 ou 2 ans? Ils se sont dit, est-ce qu'il ne faut pas qu'on freine un petit peu? Est-ce que c'était pas par rapport à cette peur de finalement... qu'ont beaucoup d'entre nous d'être remplacés par rapport
à son niveau d'études, par rapport à une certaine fragilité, parce qu'on ne tient pas la route face à l'IA de toute façon. Je n'ai pas forcément une vision globale, mais j'ai pas le monopole de la parole, c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ce que je vois, c'est que chez Google, ils étaient très en phase et mettaient en avant leur caractère éthique. Ils avaient même une cellule éthique, etc. Ils s'en sont débarrassés dès lors que leur business était en danger. Donc, il y a des réflexions de longue date dans la Silicon Valley sur ces enjeux-là, etc. Mais qu'est-ce que ça pèse vis-à-vis du côté sonnant et trébuchant, et j'ai envie de dire, et la vitesse pour le coup est aussi une force pour ces acteurs-là. On voit bien que c'est une compétition mondiale, elle est le plus vite que son voisin. C'est une façon aussi de prendre des parts de marché. Merci Walter. Une autre question, oui? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis consultant en analyse de politique d'innovation, puis j'ai travaillé avant dans une start-up du digital. Je voudrais rebondir d'abord sur ce qui a été dit sur la créativité. Je me pose la question, comme tout le monde, est-ce que j'ai du plaisir, est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique ou lire des livres qui ont été écrits par IA? Ma réponse personnelle, c'est plutôt non, parce qu'en fait, je m'intéresse autant à qui a écrit ou composé une musique ou un livre, et quelle est l'histoire d'un être humain à travers ça. Et je pense que même si une IA peut faire un super album de musique ou un très bon livre très rapidement, je vois toujours plus d'intérêt pour quelque chose peut-être moins bon à certains égards, mais qui a été fait par quelqu'un à qui je peux m'intéresser. Après, sur les transitions professionnelles, nous, j'ai travaillé pour une start-up du digital qui a vécu pendant 4 ans, qui a eu un haut et puis un bas. Et on a observé, j'observe que j'ai des anciens collègues, designers notamment, qui ont du mal à retrouver du travail parce qu'ils sont en concurrence beaucoup avec des outils, que c'est beaucoup plus facile pour des entreprises, des clients potentiels, de travailler avec des outils comme ça. Donc là, c'est un cas où ce sont des jeunes qui ont du mal et qui sont challengés sur leurs compétences alors qu'ils ont été formés dans des écoles de design. Je pense que c'est après des transitions qui se font pas de manière radicale et brutale, mais sur le temps, et que ça pose la question après de la reformation, la formation de personnes à l'usage de ces outils-là, qu'effectivement, à la fin, j'espère, c'est toujours la pensée critique qui peut l'emporter, faire la différence face à un ordinateur, quelle que soit sa performance de calcul. Ce que vous me dites, je prends la parole, c'est juste une réaction, c'est-à-dire que à la fois vous dites je suis sensible en tant qu'acheteur ou de produits culturels, je suis sensible à des produits authentiques, on va dire comme ça, et moins fabriqués avec l'IA, mais l'IA, vous l'envisagez dans un usage de production de contenu, mais l'IA peut être aussi dans les plateformes que vous écoutez en ligne, d'artistes qui sont authentiques, mais qui vous ont été recommandés par de l'IA. Donc il faut le voir de façon globale, l'IA n'est pas forcément que sur de la création de contenu, elle est partout en fait. Donc c'est ça qui est compliqué, moi, de mon point de vue en tant que citoyen, c'est que l'IA est déjà très présente, on n'en a pas toujours conscience, et que nos choix ne sont pas forcément des choix conscientisés en fait. Ils sont orientés par des algorithmes, et on vit avec ça pour le meilleur et des fois pour le pire. Ça, c'est la première chose. Sur la question des designers, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs que l'IA qui rentrent en ligne de compte? Est-ce qu'on n'a pas produit ou formé trop d'acteurs du design en France, et notamment sur notre territoire, qui étaient en capacité d'être absorbés par le marché? Effectivement, quand il y a une vague en plus de revirements technologiques qui pose la question de la place de la créativité et qui peut être pris en partie par les IA, je pense que il y aura peut-être un autre retour, c'est qu'il y a peut-être une illusion de l'IA qui est capable d'apporter une réponse, mais embarquer des collectifs, c'est un autre sujet, quoi. Et peut-être un commentaire de comptoir, très personnel, mais j'adore ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que moi aussi, j'adore lire des livres écrits par des personnes réelles, et de la musique, de préférence d'ailleurs live. Le problème, c'est que on n'a pas assez de directeurs d'école pour que demain, les adultes de demain soient conscients que ce qu'ils écoutent ne vient peut-être pas d'une vraie personne.
parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui commencent à être mélangées. Donc, déjà, de le savoir, c'est faire preuve d'esprit critique. Et puis, d'autre part, de le vouloir. C'est-à-dire que, là, c'est très comptoir, mais hier, je présentais à ma fille qui est en seconde cette présentation pour voir comment elle réagissait. Et en fait, les profs de lycée à Audencia, pour avoir collaboré avec Audencia, les profs ne demandent plus aux élèves des devoirs à la maison. Donc le métier se transforme. Je fais un parallèle un peu, mais voilà, les jeunes vont avoir un usage qui va être natif de cette nouvelle technologie, vont s'en emparer, vont en faire quelque chose. Et donc voilà. Quand je parlais de régulation, je pensais évidemment aussi à éducation, parce que si on n'a pas d'esprit critique par rapport à cette nouvelle technologie qui arrive, qui n'est pas agnostique de valeurs, en fait, cette technologie, elle porte en elle un certain nombre de valeurs qui sont le changement, la vitesse, etc., et dont qu'on pourrait questionner. Merci. Une dernière contribution. On peut passer à la question. Oui, hop, là-bas. Bonjour. Bonjour, Julien, je travaille dans l'industrie logicielle. Et en fait, justement, j'ai une question par rapport à votre remarque tout à l'heure. On parle aussi beaucoup des métiers en fait, considérés à forte valeur ajoutée, comme le radiologue, par exemple, ou moi, dans mon domaine, en tout cas dans l'informatique, aujourd'hui, créer du code, créer des produits informatiques, c'est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Ça demande moins de monde. La question, c'est est-ce que réellement enfin, l'âge, la catégorie socio-pro et également le niveau d'études sont les facteurs qui jouent, et plutôt qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qui est lié en fait à de l'analyse de traitement de données, de gros traitements de données. Parce que je pense qu'il y a aussi ça aujourd'hui, en tout cas moi dans mon industrie, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a une bonne idée a la capacité de poker et de réaliser un logiciel, ce que je trouve très bien en tant que tel. Alors peut-être pas avec la même qualité on est complètement d'accord, mais on voit émerger en tout cas des projets aujourd'hui qui ne se seraient pas faits sans l'IA aussi. Donc ça rend l'IA plus accessible, enfin l'informatique plus accessible, et surtout la capacité, enfin ce n'est plus un domaine réservé à des techniciens enfin je vois aussi des bons côtés à ça. Alors, sur la production artistique, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit juste avant. Là ça pose un vrai problème là-dessus, mais je pense qu'il y a des domaines, en tout cas, sur lesquels il y a un apport. C'est un peu comptoir, je suis désolé. Et, et j'ai une dernière chose, c'est justement, tout à l'heure, vous avez parlé de la réglementation, donc sur l'IA Act, mais qui est plus sur la création, enfin, si j'ai bien compris, plus sur la création d'images ou des choses comme ça, création de contenu média, en fait, de devoir déclarer que ça a été créé par l'IA. Mais aujourd'hui, c'est pareil, la création des LLM, l'entraînement des LLM est quelque chose de très privé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Même sur les modèles ouverts, en fait, type DeepSeek et compagnie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça reste un domaine très complexe. Déjà, juste définir ce que c'est un token et compagnie, c'est quelque chose de très complexe. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des voies aujourd'hui qui sont explorées pour être capable de vraiment réglementer ça ? Et c'est un peu, voilà, c'est un peu question de comptoir, encore une fois, je suis désolé, mais moi je me questionne beaucoup là-dessus aujourd'hui. Je crois que vous vouliez rebondir peut-être ? Je veux juste apporter un élément de réflexion. Alors, d'abord, il n'y a pas de question de comptoir, en fait, j'ai été maladroit. Il n'y a que des bonnes questions qu'on pose, et parce que c'est quand même un brouillard de guerre absolu pour tout le monde. Donc tout le monde essaye de progresser avec son questionnement. Sur les compétences et qu'est-ce qui est substitué assez systématiquement ou immédiatement dans l'entreprise. Dans l'industrie du logiciel, il y a quelque chose quand même qui est une tendance que nous on voit arriver chez les étudiants. C'est tous ces stages un peu de primo-entrants où tu viens nettoyer du code pour apprendre comment la boîte elle fonctionne et puis éventuellement rajouter des commentaires, nettoyer les commentaires. Ça, c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître. Donc tous ces stages ingénieurs qui étaient comme une manière de rentrer dans l'organisation,
de comprendre la culture à travers, évidemment, une tâche de petite main, d'exécution, mais mine de rien, qui te donne le goût de ce que c'est, voire de ce que c'est pas, et du coup je sais ce que je veux pas faire, ça c'est en train de sauter. Et cette génération-là, on ne sait pas comment on va la remettre quelque part, en fait. Parce que du coup, elle perd cet étrier qui lui permettait de donner le goût de rentrer dans l'organisation. Ça, c'est une vraie question de fond. Sur les questions de qui est augmenté grâce à l'IA, c'est extrêmement hétérogène, en fait. C'est-à-dire que la capacité à prompter, à reprompter, à dialoguer avec intelligence, ça, c'est pas du tout uniformément partagé. C'est-à-dire que tu as des gens qui maîtrisent leur contenu, qui sont capables de dire ça me va pas, ça hallucine, ça, j'y reviens pas, parce que ça va pas, donc je rentre en conversation, versus je subis le bazar, je copie-colle, et j'ai rien compris à ce qui se passait. Et auquel part, je suis un irritant dans le système, je ne sers à rien. Et nous, on le voit chez les étudiants. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure, au DENSA, ils ont tout substitué. Bah, nous, on continue à l'inverse. Moi, je demande à faire des travaux à la maison, mais d'avoir une attitude réflexive sur ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi vous le faites là? Et pourquoi vous le faites pas là? Et comment vous l'utilisez? Et je continue les travaux à la maison. Parce que justement, j'ai envie de comprendre comment ils l'utilisent. Et je vois que ceux qui sont forts, ils deviennent super forts. Super forts. Ils sont augmentés. Mais si on renonce à ça, ça veut dire que cette compétence dont ils ont besoin, tu l'externalises sur la famille, l'histoire sociale, la culture acquise à travers les musées, etc. Donc les inégalités, elles explosent. Et derrière les IAG et leur diffusion massive, il y a un risque d'inégalité et de fracturation numérique qui peut être fort, très fort en fait. Merci. Walter, tu veux rebondir ? Oui, ce que tu évoques, qui est un résultat de terrain, hein, c'est ce que tu observes auprès de tes étudiants. Il y a quelques études en sciences de l'éducation qui commencent à apparaître, ça commence à être des sujets qui commencent à être observés. Effectivement, ce que tu décris, c'est-à-dire que les très bons sont les premiers bénéficiaires de l'augmentation apportée par l'IA. Il y a aussi, on en a parlé mercredi, je crois, lors de notre débat. En fait, il y a un classique, c'est les 3 tiers, en fait. Hein. Il y a le tiers des, on va dire, des mauvais, ou je sais pas, ou en tout cas des gens qui sont plutôt à la traîne, on va dire, qui ont un apport avec l'IA, ils y trouvent un gain. Sur la moyenne, on reste souvent dans la moyenne. Et puis, effectivement, les très bons sont les grands gagnants. Les grands gagnants. Alors moi j'ai trouvé plus des études sur ce 3e niveau, j'ai peu trouvé d'études sur les strates intermédiaires, voire inférieures, mais les travaux commencent à apparaître sur ces domaines-là. Il faut juste rappeler que l'IA générative c'était il y a 3 ans. Il faut quand même se rappeler de la rapidité du phénomène, et donc tout ça, comme tu le dis très bien, tout ça arrive en marchant et on cherche tous des repères dans cette affaire-là. Hein. Boris, un dernier rebond ? Oui, je ne sais pas très bien où ça va mener parce que jusqu'ici, je me disais, on est tous d'accord pour critiquer l'IA et puis ta question, voilà, effectivement, on a des cas d'usage, comme on dit souvent, qui sont positifs. Et nous, on a un collègue qui a travaillé avec l'IA cette année pour extraire de la donnée. Il aurait passé beaucoup plus de temps et ça aurait été une tâche à faible valeur ajoutée. Mais c'est une question de vitesse en fait, de vitesse et de compréhension de ce phénomène qui pose question. Moi je suis rentré à l'Agence de l'environnement en 97 au moment du protocole de Kyoto sur les questions énergétiques avec une question de course de vitesse aussi contre la consommation d'énergie, etc. avec beaucoup de questions liées à la technologie. Avec du coup des montagnes ascensionnelles en termes d'émotions sur ces sujets-là, avec 2015, etc. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus perplexe par rapport à notre capacité à comprendre le phénomène, puisqu'il est multidimensionnel, et à le contenir au bon sens du terme, c'est-à-dire à l'absorber ou voilà, donc je n'ai pas de réponse à cette question. Évidemment qu'il y a des cas d'usage qui sont très positifs, qui vont nous faire dans la santé, mais qui sont souvent peut-être présentés comme uniques, et on n'entend pas beaucoup de voix disruptives ou radicales sur d'approche critique, quoi. Et on a besoin de presque plus de philosophes et de poètes, comme c'est le cas aujourd'hui dans le climat, qu'on commence à avoir que d'ingénieurs. Merci. On est un peu pris par le temps, 1h15, ça passe vite. Donc on va passer aux questions tirées au sort. Là, on était un peu dans notre zone de confort, c'était des questions qu'on avait choisies. Maintenant, on va vous laisser... voilà, une main innocente va tirer au sort une question.
Vous avez le droit à un veto si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la question. Est-ce que quelqu'un souhaite, merci Walter, est-ce que quelqu'un souhaite tirer au sort une question, donner son point de vue dessus, en débattre avec nos intervenants? Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Laetitia, je suis très intéressée par l'IA au niveau personnel et professionnel. Professionnel, il faut s'y mettre. Personnel, je mets des freins encore. Je suppose que c'est des êtres humains, mais peut-être que c'est des petits bonhommes verts. Alors là, je ne vois pas du tout la question. Oui. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, c'était, il me semble que c'était une dame âgée. Oui, c'était pendant un café de l'IA qui nous disait, en fait, moi, l'IA, pour moi, j'ai l'impression que c'est des petits bonhommes verts derrière. Je ne me rends pas compte de qui met ça en œuvre. J'ai l'impression que c'est des petits aliens qui travaillent derrière, parce que c'était très flou pour elle comme concept. Donc la question derrière, c'est peut-être comment faire en sorte que tous les publics puissent comprendre ce que c'est l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît accessible à tous? Peut-être, hop, le micro. Merci beaucoup. On sait que déjà, les datas sont renseignées, on va dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, pour qu'ils remplissent, enfin, qu'ils soient derrière les écrans toute la journée. On est informé de cela, et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on préfère ne pas voir, que c'est un nouvel esclavagisme, on va dire, quand même, on peut le dire, hein, vu le prix auquel ils sont payés et comment ils sont abusés, on va dire, et pour notre confort à nous. Donc, c'est pas des petits bonhommes verts, ce sont bien des humains qui sont derrière et qui renseignent les IA, en fait. Il y a des humains qui renseignent les IA pour répondre aux attentes d'autres humains, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça pose une question éthique et sociétale, évidemment. Quelqu'un souhaite rebondir dessus? Annelle, peut-être? Juste rajouter que c'est des humains, comme vous dites, qui travaillent justement au clic et à nourrir ces IA-là. Et derrière, c'est plutôt des gros bonhommes verts pas verts du coup, qui vont créer ces IA et qui vont du coup exploiter ces personnes. Donc voilà, c'était juste... On voit bien que c'est une alliance d'infrastructures technologiques lourdes, d'algorithmes et d'humains derrière qui ont renseigné les données. Je crois qu'une émission récente a montré l'envers du décor que je n'ai pas vu, mais du coup un tout petit mot technique. Effectivement, l'intelligence artificielle fonctionne sur des modèles probabilistes et ces modèles doivent être entraînés. Donc on entend parler d'entraînement de modèles et puis ensuite d'inférence. L'entraînement, c'est l'acte de donner à un algorithme informatique des clés pour pouvoir arbitrer dans une décision. C'est-à-dire, est-ce que cette couleur est rouge ou verte? Et donc l'entraînement passe par des heures et des heures où on va dire au modèle, cette couleur est rouge, cette couleur est rouge. Et au bout d'un moment, on ne va plus lui dire, et par inférence, il va pouvoir retrouver la couleur par un certain nombre de probabilités, de calcul de probabilité autour. Donc ceci est un chat, ceci, voilà. Et donc ces entraînements doivent être accompagnés par des humains. Et donc si la question est-ce que cette personne est morte, est-ce que cette personne se fait violer, puisque apparemment dans cette émission c'était beaucoup tourné sur la pornographie, la violence, etc. Non, je parle d'une émission que je n'ai même pas vue, donc on est au comble du comptoir. Mais effectivement, ces modèles doivent être entraînés par des personnes qui orientent en fait et qui augmentent le taux de probabilité, le taux de réponse positive d'une IA par rapport à une question qui lui est posée. Je ne veux pas faire de la pub pour notre bouquin, mais on a un passage sur les travailleurs du clic et puis un passage aussi sur ces questions de description des algorithmes, tokens, etc. Je vous le donnerai si vous voulez la référence. Attendez, on va vous donner le micro. Dans ce qu'on appelle le digital labor au travers du clic, hein, Antonio Cassilli est professeur à Télécom Paris, c'est lui qui travaille là-dessus. Voilà, aujourd'hui, il a une notoriété France et mondiale. Et c'est lui qui est l'un des scénaristes en fait, du documentaire que tu évoquais.
On peut quand même restituer la paternité des idées et des observations aux chercheurs qui travaillent sur ces éléments-là. Mais oui, hein, c'était les modérateurs, c'est ceux qui filtrent les contenus sur les plateformes. Ils sont dans les pays du Sud, dans des pays en développement, ils sont payés à coups de bons d'achat Amazon. C'est de l'esclavagisme des temps modernes, qui est caché, qui ne dit pas son nom, et c'est pour le bien-être en fait, des consommateurs occidentaux. Cassie le décrit parfaitement bien. Et aujourd'hui, c'est eux qui co-entraînent, en fait, hein, qui supervisent les apprentissages dans les algos derrière les IAG. Merci. Tu souhaites rebondir, Walter? Non, j'allais dire que c'est pas spécifique non plus aux IA. Utiliser une voiture avec une voiture électrique, on sait d'où ça vient et comment c'est fabriqué. Est-ce qu'il y a d'autres rebonds dans la salle sur cette question? Ou est-ce qu'on passe à la suivante? On a le temps pour une deuxième main innocente, hein, du coup. Oui. Bah, Walter, je pense que tu peux te rebalader dans la salle si ça ne te dérange pas. Ah, il est cassé? Oups, désolé Marie. Oupsie. Le micro arrive. Oui, le micro arrive. Hop. Si vous pouvez vous présenter. En parlant de l'utilisation de ChatGPT par le grand public. En fait, on file une Ferrari à quelqu'un qui a besoin de 2 chevaux. Pas de souci. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur le sujet? Je pense qu'on ne peut pas arrêter les progrès. Et donc, le mieux, c'est l'accompagner. Comme tous les outils, faire en sorte de connaître et de bien se servir des outils et qu'ils soient un outil, pas quelque chose qui va prendre le dessus sur l'humain. Et socialement, je pense que ça ouvre une autre vision. On parle toujours d'efficacité, d'aller plus vite. Et on voit aussi une autre façon sociétale qui ralentisse. On parle beaucoup de le slow parce que justement, il a cette arrière-pensée de l'utiliser, ok, mais avec parcimonie. Donc, voilà, c'est éduquer cet esprit critique et arrêter que la société, il nous envale dans la vitesse de la performance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le besoin, enfin re-questionner le besoin et remettre le besoin au centre de notre utilisation IA. Et aussi le fait enfin on parlait d'encadrement tout à l'heure, mais il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'on va encadrer un modèle qui va évoluer plus vite que que l'encadrement qu'on va lui donner. Donc c'est aussi compliqué avec ça. J'avoue, j'ai du mal avec la question, mais... Alors, pour clarifier, si je peux, ouais. Pour remettre dans le contexte, en fait, c'était une personne qui s'étonnait qu'un outil comme, par exemple, ChatGPT, qui peut devenir un outil quand même assez puissant, soit mis dans les mains du grand public qui, parfois, ne se rend pas compte... Puissant de quelle façon, c'est ça ma question, parce que la question, elle est tellement vaste. Mais quand j'utilise Word, j'utilise 2% du logiciel, et de tous les logiciels, est-ce que c'est un problème en tant que tel? Donc c'est peut-être la question de l'usage qui est peut-être intéressante à poser, c'est à partir de quel moment, c'est peut-être la question de la dose, de l'investissement qu'on y met, des capacités qu'on y délègue, par exemple, à quel moment où ça devient un enjeu suffisamment fort où il va falloir que j'ai un esprit critique. Peut-être qu'il y a des usages qui sont récréatifs, qui ne sont pas condamnables en soi et qui ne demandent pas forcément une méta-réflexion profonde. Par contre, il y a des usages où je vais me mettre en danger parce que je discute avec un assistant virtuel, que j'y mets une projection d'un humain derrière, que je lui fais confiance, qu'il y a un rapport empathique et je me mets en danger au final. Donc c'est les conditions d'usage, à mon avis, qui sont importantes à réfléchir plutôt que les fonctionnalités en tant que telles qu'on mobilise. Merci. De mon point de vue. Je crois qu'il y a une question par ici. Le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Donc Caroline, je suis ingénieure en génie thermique. Donc je fais des calculs. Moi je trouve qu'on a beaucoup abordé la question du point de vue en fait du grand public. Donc si on donne l'IA à tout à chacun, mais on l'a peu abordé du point de vue des entreprises. Parce que pour une entreprise, avoir une Ferrari dans les mains et savoir s'en servir,
c'est pas la même chose qu'avoir une Ferrari dans les mains et pas savoir s'en servir dans la compétition mondiale. Et donc, peut-être que je pense que effectivement les individus, il faut peut-être qu'on se questionne notre besoin, mais je pense que pour nos entreprises, il y a un vrai enjeu à maîtriser aujourd'hui l'IA et le plus vite possible par rapport à toutes les autres entreprises. Et que c'est là que si jamais en France on arrive à maîtriser l'IA vite et bien, on peut gagner peut-être en compétitivité. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Oui, il y a une seconde question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Xavier Brandao, je travaille sur les questions de risque des réseaux sociaux et notamment les algorithmes de recommandation. Et moi je voulais amener un point qui est un petit peu en filigrane, qui a été abordé dans une autre conversation durant cette Digital Week, qui est de la responsabilité individuelle versus la responsabilité des entreprises et du politique. Parce que je pense qu'on peut lancer la question, est-ce qu'on connaît un secteur d'activité qui a changé, qui a transformé, qui s'est limité sans régulation et sans décision politique et par la simple discipline, autodiscipline? Moi j'en connais pas, c'est pas le cas du tabac, c'est pas le cas de l'alcool peut-être ou des voitures. Les voitures, il a fallu avoir des limitations de vitesse, avoir des normes de sécurité. Et ça, on ne l'a pas, comme vous le rappeliez, on n'a pas du tout ça dans la tech, et en particulier sur les IA, et surtout pas quand on a par exemple, notre président Emmanuel Macron a poussé véritablement le secteur de l'IA en appelant à des investissements énormes, sans forcément avoir de conditions de sécurité ou d'impact environnemental, etc. Donc je pense qu'il y a une vraie demande à faire à nos politiques, c'est de là que ça part, pour que on puisse avoir un usage plus raisonné et puis aussi réguler les entreprises parce qu'elles ont une grande part de responsabilité. Walter, tu souhaites rebondir? On a un peu de recul sur d'autres secteurs, vous parliez des réseaux sociaux, je pense aussi aux smartphones. Aujourd'hui, on commence à prendre conscience qu'il y a un risque sanitaire depuis quelques années sur le smartphone. C'est 2007, les premiers iPhones à peu près, de mémoire. Donc on voit la temporalité qu'il faut qu'entre une sortie technologique, une prise de conscience des effets négatifs, des positifs d'abord, parce que s'ils trouvent leur marché, c'est qu'il y a des gens qui les achètent, donc ils y voient un intérêt, mais il y a aussi des effets collatéraux qui peuvent être massifs. Sur les réseaux sociaux, on est à peu près dans les mêmes périodes, 2008, 2012, dans ces eaux-là. On voit bien qu'aussi que ça génère un lot de questionnements. Donc il y a une temporalité. Aujourd'hui, on est dans un temps très court quand même par rapport aux IA génératifs. C'est allé très très vite. Et il y a clairement un décalage entre la prise de conscience, déjà de comprendre quel est le phénomène qu'on a en face de nous. Il a fallu du temps pour comprendre en quoi les réseaux sociaux pouvaient être impactants sur les équilibres du public qui bénéficie des contenus et qui sont parfois exposés à des zones toxiques. Je rebondis sur, mais sans réponse apportée sur ta question, et puis aussi sur l'intervention de madame où tu as dit, je tutoie tout le monde, tu as dit le progrès, on ne peut pas l'arrêter, enfin une phrase de ce type-là. Et c'est pour ça que je parlais de philosophe, je ne le suis pas du tout, mais comment on définit le progrès? Voilà, est-ce que on s'est posé la question pendant le Covid, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une vie en bonne santé, une bonne vie, qu'est-ce que c'est que les services essentiels, qu'est-ce que c'est que... et est-ce que en fait le progrès, ne peut-on pas justement le limiter? Moi je crois qu'il est possible de le réguler. Donc c'est un fondamental aujourd'hui qui est posé, notamment en particulier dans la tech, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de réflexivité dans la tech aujourd'hui. Il n'y a pas de questionnement sur à quoi ça sert, où ça va nous emmener. Et l'IA générative pose ces questions de manière déflagrative, je dirais, à de multiples endroits, et notamment vers les jeunes. Voilà. Après, sur la question du coup du progrès, ou enfin de la compétition internationale, effectivement, on est dans un système international où les entreprises doivent se faire compétition
où se font compétition, et donc l'intelligence artificielle va certainement avoir un impact dans la manière dont elles vont émerger, se défendre les unes les autres. Mais effectivement, là, on était plutôt sur des questions où 80% aujourd'hui, probablement, de l'impact est lié à nos usages personnels. Donc si on se dit qu'on arrive à réguler l'intelligence artificielle pour des services qu'on va considérer comme essentiels, et donc ça, il faut que quelqu'un dise quels sont les services essentiels, et à l'intérieur de ça, comment on les utilise à bon escient, en conscience. Moi, j'ai assez peu de problèmes avec ça, mais on en est pour l'instant très loin, je crois. Merci, je vais devoir jouer mon rôle de maître du temps. Tu peux peut-être une toute petite... Et je crois qu'il y a une dernière contribution ensuite. Et moi, je pense éminemment que c'est un sujet politique, effectivement, que les citoyens doivent pouvoir aussi donner leur mot. Le progrès, il n'est pas en dehors de nous. Hein. Et, les choix de société, ils nous appartiennent. Enfin, moi, je crois à ça. Et je pense que les choses ne se passent pas en dehors de nous. Merci Walter. Une toute dernière contribution. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je travaille dans le secteur privé sur l'éolien en mer. Et ma réflexion et ma question n'ont pas de rapport particulier avec mon métier. En fait, je vais revenir sur l'idée des métiers, mais aussi faire écho à la question de la Ferrari et même de nos choix, avec une question un peu dans la question un peu de l'œuf et la poule, en fait. Puisqu'on parlait de l'entraînement des IA pour être performante dans certains domaines. Donc si on applique ça au métier, par exemple, l'autre jour on m'a dit que les IA, quand on voulait faire une cuisine, c'était plus la peine d'aller voir un cuisiniste, l'IA pouvait nous faire une proposition, mais on sait donc aussi qu'il y a des applications par exemple pour la médecine. Donc qu'est-ce qui à un moment va faire aussi que l'IA pourra offrir quelque chose? Est-ce que derrière il y a quelqu'un qui dit... je pense qu'il y a un truc à faire sur le marché des cuisines, donc il faut que je trouve un moyen pour que les IA soient performantes là-dessus. Voilà, comment tout ça est assez nébuleux pour moi, donc qu'est-ce qui va guider ça? Est-ce qu'il y a des lobbies par secteur professionnel? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme question. Je sais pas si et puis je sais pas si ma réponse est très claire, et puis moi j'ai pris un menuisier pour ma cuisine il y a 2 ans, même pas pris un cuisiniste, mais je pense que ça va se guider par les modèles économiques. Enfin, si une entreprise a un certain nombre de façons de penser la pénétration d'un usage à l'intérieur d'une technologie dans son modèle, pour pouvoir se dire si il y a un retour, un ROI, un retour sur investissement sur cette technologie-là. Donc moi, ma réponse elle est courte, et je pense que ça va se faire par cet arbitrage-là. De limiter. Voter. Mais c'est sûr que l'IA pour les entreprises, pour certaines qui sont préparées, c'est un champ d'opportunité incroyable de développement. Donc elles peuvent muter dans leur modèle ou développer de nouveaux modèles, etc. Alors pour celles qui sont installées, il y a la question de la transformation qui n'est pas toujours évidente. Puis tout dépend de la compétence aussi en interne, etc. Je veux juste vous partager, mais il ne faudra pas le laisser sur l'enregistrement parce que mon fils, il ne va pas être content. Moi, j'ai un exemple dans ma famille. Mon fils est en coloc avec un jeune sur Paris. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il sort d'une belle école parisienne. Et il a monté un business model d'une entreprise native IA dans le secteur de la santé. Il a eu une idée, il l'a proposé, il a levé 2,5 millions sur le projet en 3 mois sur un PowerPoint. Le projet est bien ficelé, il n'y a aucun doute, il a le bon réseau qui va bien. Donc il y a aussi une nouvelle génération qui a très bien saisi l'intérêt de l'IA pour des secteurs donnés avec une vraie valeur ajoutée. Bon, après, la question, c'est rendez-vous dans 18 mois, savoir s'il va vraiment trouver son marché. Merci. Merci à tous d'être venus. Désolée, c'est la fin. Merci.
Merci. Merci pour vos contributions. La suite de la soirée, à 19h au rez-de-chaussée, il y a la Scientific Battle de 19h à 20h, n'hésitez pas. Et à partir de 20h, il y a un petit cocktail avec des pizzas qui vous attendent. Voilà, merci beaucoup.